La silhouette d'une femme se profile devant une grande fenêtre. My primary perpetrator was my mother. Mon principal agresseur, c'était ma mère. Quand j'étais une petite fille, j'ai subi de la violence émotionnelle, sexuelle et physique qui m'a causé une perte auditive. À l'âge adulte, j'ai subi de la violence physique, sexuelle et surtout verbale dans une relation à long terme. Titre: La nature de la violence exercée contre les personnes handicapées et les personnes sourdes. Bonnie L. Brayton, directrice nationale, Disabled Women's Network. Malheureusement, ce sont les femmes handicapées qui sont le plus touchées. Je crois qu'il est important de comprendre que la violence est le résultat systémique du grand nombre d'oppressions que subissent les femmes handicapées. Malheureusement, de nombreuses femmes handicapées subissent différentes formes de violence, qu'il s'agisse de violences physiques ou systémiques. Titre: Montréal. Sur une enseigne, YWCA. À l'intérieur du Y, des femmes sont réunies autour de table formant un cercle. Julie Lafleur, Maison des femmes sourdes de Montréal. Elle communique par la langue des signes. La forme de violence, il y a économique, physique, non physique, il y a plusieurs. Et on est une petite communauté et on doit se taire. Et si on le dit, toute la communauté va savoir qu'on souffre de violence. Alors aussi, l'accessibilité est comme fermée pour nous. Il faut prendre une interprète, il faut avoir confiance à l'interprète, aux entendants. Titre: Toronto. Une femme sur un fauteuil roulant motorisé entre dans une petite salle de réunion, suivie par un homme utilisant un véhicule de mobilité. Fran, George Brown College. J'ai commencé à exercer cette profession en raison de mon vécu et du fait que j'étais dans une relation chargée de violence émotionnelle. Je ne savais vraiment plus où j'en étais. J'ai compris que j'étais dans une relation de violence quand j'ai commencé à nouer des liens avec des femmes. C'est grâce à ces conversations entre femmes et aux histoires que ces femmes ont partagées que j'ai finalement compris que j'étais victime de violence. Par la suite, j'ai essayé d'obtenir de l'aide. Dans la collectivité où je vivais, il n'y avait aucun service accessible en fauteuil roulant qui était offert aux personnes victimes de violences. J'ai fini par assister à des sessions de counseling collectif où on devait me faire monter et descendre des escaliers à chaque fois. Je me disais, bon, voilà, moi qui suis fort capable de défendre mes intérêts et d'exprimer mes besoins, je l'ai toujours fait. Je me suis dit, si j'ai du mal à identifier les services dont j'ai besoin, qu'est-ce que font les autres femmes? What are other women experiencing? Titre: Violence exercée par un soignant ou travailleur. Un homme utilisant un véhicule de mobilité se déplace sur un trottoir occupé. Si vous êtes admissible à des services de soutien qui encouragent la vie autonome, vous avez droit au service d'une personne qui vous aidera pendant 2 heures seulement. Le reste du temps, vous dépendez d'autres personnes pour faire le reste. Eh bien, que se passe-t-il si cette personne vous maltraite? J'ai entendu des gens dire, vous voulez dire qu'ils ne sont pas supposés encaisser mon chèque et garder une partie de l'argent? Non, bien sûr. La question suivante est donc, que se passera-t-il si je dénonce cette personne à la police? Que m'arrivera-t-il? Que dois-je faire? D'habitude, je prends 1 heure pour décompresser parce que mon accompagnateur me pousse brutalement dans le fauteuil. Parfois, j'ai des spasmes pendant 1 heure de temps, même si je lui dis de le faire plus gentiment. Parfois, il faut même que je me mette en colère et que je le fasse sortir de mon appartement pendant 10 minutes pour qu'il comprenne. Il n'arrête pas de me dire de me dépêcher. Alors, je lève la voix et je lui dis de me laisser tranquille. Il décroche et s'en va. Si un accompagnateur ne m'écoute pas, je me mets en colère. Une fois, il m'a enlevé mon souper, puis il est parti. Il était dur. Je crois qu'il n'aime pas ce travail. Pour lui, c'est tout bonnement un chèque de paye. Il veut juste faire ses rendez-vous et je sais qu'il est surchargé de travail. Florence. Une femme qui vit dans une institution ou même à la maison doit savoir gérer ses accompagnateurs.
Ils sont merveilleux la plupart du temps, mais il y a des moments où elle se sent très vulnérable et ne pas pouvoir obtenir de l'aide en raison même de sa fragilité. Ça, c'est un problème énorme. Une femme nous a appelés l'an dernier parce qu'elle se sentait brutalisée par son accompagnateur. Elle en avait parlé à son centre local de services communautaires. C'était une de ces situations, là encore, où elle tombait entre les mailles du filet à cause de la machine, de la bureaucratie. Elle nous a même confié que la personne dont elle s'était plainte continuait à s'occuper d'elle. Mon soignant me préoccupait beaucoup. Je ne peux plus prendre de bain depuis que je dois porter un appareil orthopédique dans la baignoire. Je le fais moi-même et je suis prudent. Mais quand je dois faire affaire à une personne de l'extérieur, je suis anxieux. Ces personnes sont censées avoir été formées. Or, elles s'occupent mal de moi et de mon père. Elles ont presque gavé mon père de force. Parfois, on se sent maltraité par des soignants qui ont de l'autorité et qui en abusent parce que ce ne sont pas des personnes responsables. J'ai été victime de violences familiales pendant 2 ans. Je vivais avec un homme et quand je l'ai rencontré, il était gentil. J'étais angoissée, mais j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai décidé de vivre avec lui. Il me battait et me ridiculisait chaque fois que je refusais de lui donner de l'argent, par exemple. Il a commencé par me menacer et je lui donnais ce qu'il voulait. Mais quand j'ai commencé à refuser, quand je n'avais pas d'argent, il se mettait en colère. Il me criait dessus et finissait par me battre. Il était aussi violent durant nos moments d'intimité. Je me souviens d'une fois où nous avons lunché ensemble et quand il m'a dit au revoir, il m'a embrassé si violemment qu'il a mordu ma lèvre. J'ai dû retourner travailler avec une lèvre toute enflée. Florence. Dans la région de Montréal, il y a 7 foyers qui sont accessibles pour les personnes en fauteuil roulant. Mais comme vous le savez sans doute, l'accessibilité, c'est parfois un mot général. L'accessibilité inclut les communications et bien d'autres aspects, si bien que les femmes passent souvent à travers les mailles du filet. Nous nous inquiétons des femmes qui se trouvent en situation de crise et qui doivent quitter leur logis pour obtenir de l'aide. Women who are in a situation of emergency where they need to leave their home to get help, to get Il faut leur trouver to a un shelter. refuge. Et parfois, elles ne peuvent pas partir parce qu'elles sont handicapées. Par exemple, en cas de transport adaptatif, il n'y a aucune confidentialité. Or, vous savez qu'en cas de violence, la confidentialité est indispensable. L'abus sexuel est très complexe parce que dans la population générale, ce n'est pas accepté qu'une femme en situation de handicap soit abusée sexuellement. Déjà, c'est très difficile d'accepter que les femmes handicapées, on ait une sexualité, qu'on soit désirable. Donc pour eux, de dire, mais mon Dieu, qui oserait en plus abuser d'elle, c'est très difficile à accepter pour la population en général. Moi, quand j'en parle, on me dit, mon Dieu, non, ça n'existe pas, qui oserait, ça se fait pas, c'est des histoires d'horreur, alors que ce n'est pas ça. Mon frère m'a violée il y a bien longtemps. J'étais catastrophée d'avoir été violée par mon frère. Je ne comprends toujours pas pourquoi il l'a fait. J'ai encore des cauchemars. Cela s'est produit de nouveau chez mon père au souper de Noël. Je crois que j'avais 20 ans à l'époque. L'un de mes oncles m'a suivi et m'a agressé sexuellement. Il m'a fait très mal. Et quand je l'ai dénoncé, il a essayé de mentir en disant que je racontais des blagues et que ce n'était pas vrai. Samantha, un grand nombre de gens pensent qu'il est plus facile d'exercer une violence sexuelle contre une adolescente parce qu'elle est vulnérable, surtout s'il est dans un fauteuil roulant ou dans un appareil mobile. Ces jeunes femmes sont en plein désarroi parce qu'elles ne peuvent rien faire et je suis horrifiée de penser que ce genre de situation se produit presque au quotidien. Un enseignant dans un cégep
ou dans un autre établissement d'éducation peut exercer de la violence physique contre un étudiant, lui crier dessus, lui dire qu'il est stupide, qu'il a tort, au lieu d'essayer de l'écouter et de l'aider à résoudre ses problèmes d'école. J'ai été souvent malmenée. On peut aussi être intimidé en ligne, par exemple sur Internet, Facebook ou Twitter, quand on envoie des courriels, voire même quand on utilise un site Web professionnel très visité ou un site Web d'un établissement secondaire. Il peut y avoir de la violence à outrance et un grand nombre d'étudiants sont victimes de ce genre de violence. Ils tentent de se suicider parce qu'ils souffrent tant. Et certains d'entre eux ne veulent en parler à personne. C'est vraiment une épée à double tranchant. Comme je suis un homme, j'ai beaucoup de mal à dire que j'ai subi de la violence. D'après mon expérience, certaines personnes s'attendent à ce qu'un homme soit toujours fort, même les personnes handicapées. On peut être fort et résister jusqu'à un certain point. Ce que j'ai enduré, la violence que j'ai subie, on dit aux hommes d'être forts, mais quand nous parlons de nos souffrances, on ne nous prend pas au sérieux. C'est mon vécu, c'est tout. On exerce souvent de la violence sexuelle contre les hommes handicapés, mais nous n'en parlons pas. On dirait que nous ne sommes pas assez forts pour nous défendre. De nombreuses personnes ont des préjugés contre les nouveaux arrivants et ne leur donnent pas l'occasion de se prouver. Mon handicap, c'est la barrière linguistique, le fait que je connais peu de choses au sujet de mon nouveau pays et que j'ai un fils autiste, le fait que je ne sais pas bien lire et écrire, mes peurs et mon manque d'estime de moi. Je ne savais pas comment demander ce dont j'avais besoin. Julie s'exprime en signes. Au niveau de l'immigration, là, pour les personnes sourdes, là, les personnes pensent que les signes, c'est universel. Dans différents pays, il y a différents signes. Les Français, l'anglais, on a différents... C'est comme les personnes attendantes. Le ASL, ça dépend des pays. Ici, on a la LSQ. Dans d'autres pays, là, l'obstacle est encore pire pour un immigrant qui est personne sourde et qui a une autre langue. Alors, nous, on peut l'accueillir, mais on a une limite aussi. Il faut qu'on essaie de discuter, de faire plus de la gestuelle. Et souvent, on l'accompagne avec un interprète et moi, l'intervenante, et la personne femme immigrante, et pour voir ses besoins. Alors, il y a beaucoup d'obstacles. Pour moi, là, pour les personnes immigrantes, il y a beaucoup de barrières. C'est pire pour moi. Quand je pense à la violence exercée contre les aînés, je pense à ce qu'il manque à une personne qui souffre d'une déficience physique. Je pense au manque de soins personnels, comme changer de couche, prendre un bain ou se laver les cheveux. Ce sont les petits gestes qui font une énorme différence dans la vie de tous les jours. Vieillir, c'est synonyme d'isolement. C'est ce qui se produit naturellement pour tout le monde. Il est certain qu'un handicap quelconque isole encore plus une personne aînée handicapée. C'est pourquoi je me permets de suggérer que ce ne sont pas seulement les déficiences qui entraînent l'isolement, c'est vieillir en général et vieillir surtout quand on est handicapé. On s'attend à ce que la famille soutienne les aînés et les personnes handicapées. Très souvent, les familles nuisent au bien-être des personnes handicapées ou sont trop occupées. Je vois des personnes de 70 ans s'occuper de vieillards de 90 ans. Je me souviens avoir parlé à un monsieur qui refoulait de grosses larmes. Il avait près de 90 ans et son fils le molestait et le faisait terriblement souffrir. Ce que je vois le plus souvent, ce sont les gens qui veulent s'approprier l'argent des aînés. C'est particulièrement évident chez les enfants du conjoint, mais quand on s'aperçoit que ce sont nos enfants à nous qui convoitent notre argent, c'est encore plus dur.
Les petits-enfants lorgnent aussi les médicaments prescrits sur ordonnance de leurs grands-parents. Audrey. Je vais vous parler du cas de ma mère qui a vécu avec moi jusqu'à l'âge de 101 ans. Durant les 10 dernières années, elle a souffert de démence et était dans un état d'impotence totale. Un très grand nombre de soignants venaient lui rendre visite tous les jours. Moi, j'étais responsable de coordonner leurs allées et venues et de gérer sa détresse, mais sans jouir de l'autorité nécessaire, bien sûr, sauf si j'avais payé ses soignants moi-même. Mais il y a eu des problèmes. Je me souviens qu'une fois, ils ont giflé ma mère qui ne voulait pas prendre ses pilules. Bonnie, cette oppression, qu'elle soit due à la façon dont un soignant, une personne dans un lieu public ou un passager d'un autobus traite une personne handicapée, ou encore un employeur potentiel qui ne lui donne pas l'occasion de se prouver, puisque de nos jours, la discrimination fondée sur la capacité physique représente une forme de violence. C'est, je crois, ce qui explique pourquoi Dawn continue à concentrer ses efforts dans ce domaine. Titre « Violence systémique ». C'est une relation de violence qui fait l'objet d'une épreuve de force. Le système est dépourvu de compassion. Vous devenez le nom de votre handicap et dans quelle mesure vous êtes handicapé, puis on vous prodigue de l'aide selon ce qui a été décidé pour vous. Le personnel ne semblait ni avoir reçu la formation nécessaire, ni prendre à cœur son handicap. Il n'est pas mobile, et quand ils l'ont mis sur la table d'opération pour la chirurgie, je crois qu'ils ont disloqué sa hanche. Rien n'a changé. De nombreuses personnes qui se sont fait soigner par des soignants estiment ne pas recevoir les soins dont elles ont besoin. Elles se sentent même négligées. J'ai dû être hospitalisée et j'ai besoin d'aide presque tout le temps. Mon séjour à l'hôpital a été très dur parce que j'étais toujours le dernier. J'avais besoin qu'on me lave et qu'on me nourrisse. Je n'ai mangé que des repas froids qu'on déposait sur ma table en même temps que les repas des autres patients, alors qu'il fallait que quelqu'un revienne plus tard me faire manger. Peggy Gale. Je crois que lorsqu'on essaie de discuter de ses besoins, qu'il s'agisse d'un handicap visible ou invisible, la situation semble pire qu'elle ne l'est parce qu'on se bute contre le système. On est victime du système, sauf si on est économiquement à l'aise. En fait, quand j'aide des gens qui doivent se présenter devant le système juridique, ce qui les réconforte le plus, c'est que tout le monde comprend qu'ils n'ont pas de déficience, mais que c'est le système qui les invalide. N'oublions pas que ces femmes-là vivent des situations de violence où l'abuseur, souvent, c'est son aidant naturel, c'est un membre de la famille, c'est le préposé, donc c'est dans son cercle direct, c'est des gens avec qui elle vit, qu'elle connaît. Est-ce que ça va être possible pour elle de les dénoncer puis de revivre avec eux aussi? Est-ce que le soutien va être là? Je ne pense pas. Souvent, des femmes vont se retrouver difficilement à se sortir de ce cercle-là puis de vivre leur vie en sécurité. Voyez-vous comment ces femmes-là, avec toute leur éducation, avec tout ce qu'elles sont, elles ont eu de la difficulté à dénoncer des abus qu'elles ont vécus. Un montage en noir et blanc montre des femmes qui discutent autour de table, formant un cercle. Le montage continue avec un groupe d'hommes et de femmes dans la petite salle de réunion.